L'enquête sur le dopage continue après le Tour de France. Les coureurs de l'équipe TVM ont été entendus toute la journée à Reims avant de ressortir libres. Leur masseur a été incarcéré. La police municipale d'Ajaccio désarmée au propre et au figuré. 24 armes de poing ont été volées dans les locaux de la mairie. Un vol qui intervient quelques jours seulement après les menaces du FLNC Canal Historique. À Paris, l'occupation de l'Annonciature, l'ambassade du Vatican par les sans-papiers de Saint-Bernard. Ils reçoivent le soutien du pape Jean-Paul II qui demande de réexaminer leur dossier. Au Kosovo, la reprise de l'offensive par les forces serbes qui bombardent les villages du centre et de l'ouest du pays. Les réfugiés se comptent déjà par dizaines de milliers. Et puis une découverte pour vos vacances, les via ferrata, autrement dit ces voies aménagées dans la montagne qui permettent à tous de découvrir l'escalade. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le Tour de France, l'enquête continue, l'enquête judiciaire et le volet rémois de l'affaire TVM. 6 coureurs de l'équipe néerlandaise et des membres du staff technique ont été entendus toute la journée. Le masseur de l'équipe, lui, a été mis en examen et écroué. À Reims, Agnès Varagnan et Alice Bétulard. Sans un mot, les mains dans les poches et peut-être amusé par tant de déploiements médiatiques, Jeroen Biljevens, le sprinter vedette des TVM, sort du commissariat après 7 heures d'audition. Pour Serveknaven, la sortie sera encore plus chaotique. Le Néerlandais vient de signer sa déposition, il est libre. Aucun coureur, ni le manager que l'on voit ici, n'ont été tenus en garde à vue. Seul commentaire, nous avons été bien traités quant aux produits dopants. Ils n'ont pas à justifier, je ne sais même pas s'il y avait des produits dopants, c'est vous qui les dites, je n'en sais rien. Donc je n'en sais rien. Pourtant, les douaniers, c'est confirmé, ont bien saisi de l'EPO en mars dans une voiture des TVM. Et les policiers aujourd'hui savent que ce sont des corticoïdes qui se trouvaient dans les chambres des coureurs pendant le tour. Vous avez parlé du dopage? Oui, parlé du dopage. Qu'est-ce que vous avez dit? Silence. Selon les premiers éléments, la version donnée par les coureurs aujourd'hui a été concertée. Et puis on l'a appris dans la journée, le soigneur des TVM a été mis en examen pour infraction à la loi sur le dopage. C'est le 3e cadre de l'équipe mis en cause et écroué dans cette affaire. On attend maintenant les résultats des tests sanguins et capillaires effectués sur les coureurs la semaine dernière. Cela leur devra peut-être un nouveau rendez-vous judiciaire. Dans une interview au journal Le Monde, Marie-Georges Buffet, la ministre des Sports, revendique une volonté politique forte pour s'en prendre à ceux qui achètent, fournissent ou administrent des substances interdites. Il n'était jamais inquiété jusqu'à présent, dit-elle. Cette fois, ça ne sera plus le cas. Le médecin de l'équipe espagnole, Once, déjà mis en examen dans le cadre de l'affaire Festina, mais laissé en liberté, s'est exprimé aujourd'hui à Madrid, sa première conférence de presse depuis sa mise en examen, pour proclamer bien sûr son innocence. Diego Garcia. 3 jours après sa mise en examen à Lille pour infraction à la loi antidopage de 1989, le docteur Nicolas Terrados, médecin de l'équipe Once, ne mâche pas ses mots. Jamais. Je n'ai jamais utilisé quelque chose contre la santé de mes sportifs. Je crois qu'ils sont tous très sains et je suis très tranquille de pouvoir m'exprimer devant vous. Très tranquille. Les ennuis judiciaires du docteur Terrados commencent mercredi dernier. Lors de la perquisition des enquêteurs de la police judiciaire lilloise, des produits dopants sont trouvés dans un car de l'équipe Once. Après une garde à vue de 48 heures, le docteur Terrados est mis en examen. Aujourd'hui, pour la première fois, il se défend publiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je travaille et je fais des recherches depuis des années pour ne pas utiliser ce type de substance. Comment peut-on penser que je veux les utiliser? Ce serait le contraire de mon combat. À l'heure actuelle, le docteur Terrados reste libre, mais toujours sous contrôle judiciaire. Et puis on a appris aujourd'hui que le CIO, le Comité international olympique, se réunirait le 20 août à son siège de Lausanne pour préparer la conférence antidopage qui doit se tenir en janvier prochain. De son côté, l'Union cycliste internationale rencontrera un certain nombre de coureurs la semaine prochaine à Lausanne toujours. Le nom de ces coureurs n'est pas encore connu. Lausanne, c'est aussi la ville qu'ont choisi les coureurs suisses de Festina, Dufaux, Meyer et Zule pour participer à un critérium demain soir. Mais d'autres Festina, dont Laurent Brochard, qui lui aussi a reconnu s'être dopé pendant le Tour de France, avant d'en être exclu, eh bien ces coureurs participent dès ce soir au premier critérium de l'après-tour à Lisieux. Pour l'instant, aucune sanction sportive ne les en empêche en effet. Christelle Bertrand et Laurent Amida.
À force de l'appeler, il a fini par se montrer. Laurent Brochard, champion du monde en titre et vedette du Critérium de Lisieux, est arrivé seul, son vélo à la main. Exclu du Tour avec ses coéquipiers de Festina, Brochard veut se rassurer sur sa popularité sans parler de choses qui fâchent. Pour moi, c'est de retrouver le public, refaire le spectacle comme on le faisait avant, mais bien sûr retrouver une certaine condition, parce que bon, rien ne compense la compétition. Le vélo m'a tout donné pour l'instant et j'ai pas envie d'arrêter. Non, j'ai encore quelques années. Avec ce genre de course, le vélo continue de le faire exister et vivre. Pour courir 100 km, Brochard gagne 60 000 francs. C'est le prix d'un maillot de champion du monde. L'organisation a quand même été perturbée. Rodolfo Massi n'est pas là. Brochard et Hervé ont donné leur accord au dernier moment. Jusqu'à ce soir, la liste est au brouillon. Du côté de l'organisation, on fait comme si de rien n'était, le spectacle doit continuer. Et ce soir à Lisieux, dans les rues de Lisieux, ce sera le sport qui l'emportera, l'animation de la ville, et rien que cela, rien d'autre. Rien d'autre parce que sans vedette, le Critérium de Lisieux n'existe plus. Le public vient voir des cyclistes connus, c'est tout. Ce Critérium fait partie de la vie lixovienne le lendemain du Tour, quoi. Ce soir, Lisieux attend son Critérium. Les images du Tour sont encore fraîches. Les affaires de dopage, elles, pour un soir, sont suspendues. Et l'un de ceux qui n'est pas concerné a priori par ces affaires de dopage, c'est bien le vainqueur du Tour, Marco Pantani, dit le pirate. Il est rentré chez lui hier soir sur les rives de l'Adriatique, mais les débordements de joie qui entourent sa victoire ne sont visiblement pas tout à fait à son goût. Marco Pantani rêve de vacances et il fuit la foule. Le reportage de Ludovic Fossard et de José Boulestex. Ce sont à l'évidence de fervents supporters. Ses voisins et sa famille, Marco Pantani, habitent ici et aujourd'hui, pas question de le déranger. Il a ses horaires. Il est comme les présidents de la République. C'est presque impossible de le voir. Il est vraiment très actif. Le champion se repose de sa victoire. Autour du restaurant de ses parents, ses admirateurs l'attendent, parfois des heures, le plus souvent sans résultat. Je suis là depuis 1 heure. Je suis venu pour le voir. Il va sûrement arriver. Si j'ai la chance de le rencontrer, je l'encouragerai et je lui dirai de continuer comme ça. Et justement, chez les Pantani, on continue comme avant, même si le père porte désormais le maillot jaune. Un hommage discret. Pour le reste, les habitudes ne changent pas. Je n'ai pas le temps de répondre aux questions. Je suis arrivé hier à 8 heures et depuis ça n'arrête pas. Nous étions déjà habitués à son succès. Ici, Marco est apprécié par beaucoup de monde. Pourquoi voulez-vous que notre vie change? Il a gagné, d'accord, mais pour nous, rien n'a vraiment changé. De temps à autre, Marco Pantani fait des apparitions comme hier soir vers 1 h du matin. Il ne reste que quelques minutes. Le temps d'une embrassade effrayée par la foule des journalistes et des supporters, Marco est décidément un champion discret. Voilà, une fête quand même est prévue d'ici quelques jours. En Allemagne, un hooligan soupçonné d'être l'un des principaux auteurs de l'agression contre le gendarme David Nivelle à Lens pendant la Coupe du Monde a été arrêté. C'est le 3e hooligan placé sous les verrous en Allemagne et un autre suspect reste incarcéré en France. David Nivelle, lui, est toujours dans le coma. L'enquête progresse en baie de Quiberon. Selon l'analyse des 2 boîtes noires retrouvées par les plongeurs, le pilote du Beechcraft n'avait tout simplement pas vu le Cessna avant la collision. L'accident avait fait 15 morts. Jacques Deveau. 48 heures après avoir été retirés de l'eau, les 2 boîtes noires du Beechcraft ont parlé. Leur analyse s'est effectuée sans problème. Les enregistrements indiquent qu'aucune défaillance technique n'est à l'origine du drame. Les pilotes des 2 appareils étaient sur une zone non contrôlée. Ils étaient donc responsables de leur propre sécurité. Donc les conversations des pilotes montrent que les pilotes naviguaient à vue et que bien qu'ils étaient tout à fait conscients du nombre important d'avions sur zone, eh bien manifestement le pilote n'a pas du tout vu le Cessna au moment de la collision. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Il va falloir désormais reconstituer les 2 appareils afin notamment de repérer le point d'impact. Or le renflouement des carcasses va prendre du temps. Le renflouement ne se repassera simplement qu'au partir du moment où on est sûr d'avoir repéré le maximum de débris d'avion. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on commencera effectivement à renflouer et à essayer de récupérer l'ensemble des débris, ce qui risque de prendre du temps.
Je pense qu'on peut fixer peut-être à jeudi ou vendredi ces opérations en fait, de repêchage. Les corps des victimes ont été remis à leurs familles. 4 jours après le drame, les recherches se poursuivent encore pour retrouver le corps du pilote du Cessna. C'est un vol pour le moins inquiétant qui s'est produit en Corse quelques jours après l'attentat non revendiqué d'Avignon et le communiqué menaçant du FLNC Canal Historique. Eh bien, des individus se sont emparés de 23 armes à feu de la police municipale à Ajaccio. Parmi celles-ci, des 357 Magnum. Michel Fine. La porte d'entrée du commissariat n'a pas été fracturée. À l'intérieur, on a juste forcé la porte d'un bureau pour voler les clés du local où se trouvaient les armes. Des revolvers 357 Magnum, des pistolets 7,65, 23 armes en tout, volatilisées au cours du week-end. C'est en prenant leur service que les policiers municipaux ont découvert le cambriolage. Les hommes de la PJ qui mènent l'enquête sont très inquiets. La dernière fois qu'une arme a été dérobée aux forces de l'ordre, c'était en septembre 1997, lors de l'attaque de la gendarmerie de Pietrosella. L'un des 2 Beretta 9 mm dérobés ce jour-là devait servir 6 mois plus tard à tuer le préfet Erignac. Mais ici, tout le monde a surtout en tête le communiqué du FLNC Canal Historique la semaine dernière. Les mois à venir menacés l'organisation seront lourds d'événements parfois dramatiques. Nous avons su conserver intacts tous les éléments de notre force de frappe. 5 jours plus tard, 2 kilos d'explosifs détruisaient les locaux du groupement de gendarmerie du Vaucluse. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le dossier des sans-papiers, les héritiers de Saint-Bernard occupent maintenant la nonciature à Paris, autrement dit l'ambassade du Vatican. Et le pape en personne est intervenu pour que leur dossier soit réexaminé. Jérôme Laurent et Grégoire Rosina. Le nonce de l'ambassade du Vatican joue les médiateurs. Cet après-midi, Jean-Paul II l'a autorisé à faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement pour que la situation des 17 sans-papiers de Saint-Bernard soit réexaminée au plus vite. 15 d'entre eux avaient investi l'annonciature il y a 3 jours. Ils ne sont plus que 4 maintenant. Un cordon policier leur interdit toute communication directe avec l'extérieur. Cette intervention inattendue du Saint-Père les a confortés dans leur mouvement qu'ils entendent aujourd'hui poursuivre. Ça nous encourage à aller de l'avant et ça nous donne aussi beaucoup d'espoir. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement français, à qui nous demandons de faire preuve maintenant de bon sens et vraiment de procéder à une véritable régularisation des sans-papiers qui sont sur le territoire français. Mais le gouvernement s'est d'ores et déjà opposé à une régularisation massive des sans-papiers. Ceux de Saint-Bernard pourront être examinés au cas par cas. Pour les manifestants présents aujourd'hui à l'extérieur de l'ambassade, l'annonciature apostolique est désormais leur nouveau point de ralliement. C'est important de montrer que même si c'est un petit groupe de 17 personnes qui restent, les autres sont solidaires et n'arrêteront pas tant que l'ensemble des sans-papiers ne seront pas régularisés. L'annonciature, à la différence d'une église, est un état de droit. Toute intervention policière sans l'accord du nonce est donc à exclure. Les négociations des sans-papiers avec Matignon et la place Beauvau semblent pour l'instant au point mort. Les 9 qui restent s'apprêtent donc à passer une nouvelle nuit dans la demeure de l'ambassadeur pontifical. Dans le port de Cherbourg, ce sont 70 passagers clandestins roumains qui ont été arrêtés alors qu'ils s'embarquaient sur un ferry à destination de l'Irlande. En quelques jours, c'est la 3e affaire de ce genre entre l'Irlande et la France. Cette fois-ci, les clandestins étaient en situation régulière en France au moment de leur embarquement. Ils ont donc été laissés en liberté. Un nouveau cas de vache folle détecté dans le département de la Manche. C'est le 38e répertorié en France depuis le début de l'épidémie en 90 et le 7e depuis le début de l'année. Dans le Nord, on fait les comptes après les violents orages qui se sont abattus ce week-end sur toute la région. Des précipitations d'un niveau jamais atteint. Ce matin, 2 lignes de métro à Lille restaient encore partiellement paralysées et la circulation sur les principaux axes routiers n'était toujours pas rétablie. Frédéric Renou. Son atelier d'ébénisterie est encore inondé, mais déjà, Christophe Cattel doit faire le bilan des dégâts. L'orage de samedi a noyé 6 années de travail. Comme des centaines de Lillois, aujourd'hui il a contacté son assureur pour tenter une première évaluation des dommages. On va trouver la limite de ce qui est foutu, ce qui n'est pas foutu. Pour obtenir un remboursement, être assuré ne lui suffit pas. Il faut que les pouvoirs publics constatent l'état de catastrophe naturelle. Les mairies vont établir des dossiers, ils soumettent en préfecture et c'est le préfet qui sortira un arrêté catastrophe naturelle qui peut être dans un délai 3 à 6 mois. Sans attendre les indemnisations, Christophe devra donc redémarrer son activité au ralenti. Au ralenti comme la ville où toutes les traces de l'inondation n'ont pas encore disparu. Dans les rues, la circulation est redevenue normale, mais les motopompes continuent d'aspirer des tonnes d'eau.
les habitants n'en reviennent toujours pas. Je pensais pas que ça avait pris de telles proportions en fait, les orages du Nord. Mais les dégâts les plus impressionnants se cachent en sous-sol. L'orage a entièrement dévasté une station de métro de la banlieue lilloise. Il faudra plusieurs jours avant de tout réparer. Un reportage réalisé avec nos collègues de France 3 Lille. À l'étranger, l'actualité, c'est d'abord le Kosovo, où l'offensive a repris, à la fois dans le centre et l'ouest du pays. Des combats qui ont fait au moins 10 morts, selon les Serbes, et qui provoquent l'exode des populations. Le reportage de Éric Monnier. La contre-offensive serbe est fulgurante et meurtrière. Au Kosovo comme ailleurs, les obus tuent indistinctement, militaires ou civils, adultes comme enfants. Depuis 2 jours, les séparatistes albanais, cette armée de libération du Kosovo, ne semblent plus en mesure d'empêcher la poussée des policiers serbes, en pleine reconquête des territoires perdus depuis février dernier. Les Serbes savent pertinemment que les gens ont fui les maisons et se sont réfugiés dans les collines. Alors ils bombardent les collines. S'ils se rapprochent encore, c'est la catastrophe pour nous. Les combats font rage dans la région centrale de la Drenica et de Diakovica à l'ouest. Mais aussi dans le sud, près de la route stratégique menant de Peć à Pristina, les 2 principales villes de la province. Une trentaine de villages comme celui-ci ont dû subir cette terrible offensive serbe. La plupart d'entre eux n'y ont pas résisté. Pour les villageois, cachés dans la montagne, le retour est douloureux. Ils n'ont alors d'autre choix que de grossir le flot des réfugiés et déplacés. En 5 mois, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, 200 000 Kosovars ont fui la guerre, soit 10% de la population totale du Kosovo. En Algérie, l'embuscade contre un autocar dans la région de Saïda, dans l'ouest du pays, a fait 12 morts et 6 blessés, selon un bilan officiel. 12 assaillants qui feraient partie des GIA ont été tués ensuite dans l'intervention des forces de sécurité. Ce matin, les journaux algériens allaient jusqu'à parler de 40 morts dans cette attaque. Les autorités algériennes, qui par ailleurs ont empêché 250 enfants démunis de se rendre en France à l'invitation du Secours populaire français, sous prétexte qu'ils y subiraient des interrogatoires sur ces massacres. La Chine s'est résolue à faire sauter certaines digues du Yangtze. Pour les autorités chinoises, il s'agit de dévier la crue et de réduire le niveau du plus long fleuve de Chine en le laissant se répandre dans les champs. Conséquence, près de 10 000 maisons ont été englouties. Mais c'est en fait toute cette région de l'Asie qui est victime de précipitations anormalement élevées. François Cornet. Sur les rives du Yangtze-Kiang, 10 000 maisons du canton de Xianing ont en effet été englouties et plus de 30 000 riverains évacués. Une stratégie destinée à protéger en aval la grande agglomération industrielle de Wuhan, peuplée de 7 millions d'habitants. Ce n'est qu'un exemple de la volonté des autorités chinoises d'inonder délibérément les campagnes pour protéger les villes. 40 zones de diversion dans lesquelles vivent quelques 5 millions de personnes ont été prévues tout au long du Yangtze pour faire baisser le niveau du fleuve de 50 cm. Dans les provinces de Hubei et de Hunan, la situation est selon les experts encore plus préoccupante et affecterait plusieurs dizaines de millions d'habitants. Ces inondations les plus graves qu'ait connues la Chine depuis 1954 ont déjà coûté la vie à 1200 personnes. En Corée du Sud, inondations et glissements de terrain ont fait plus d'une centaine de victimes dans la région touristique du mont Chiri, au sud du pays. Les vacanciers qui campaient dans les vallées ont été pris au piège par la montée des eaux. Il a fallu les évacuer dans des conditions difficiles et périlleuses. Plusieurs dizaines de milliers de secouristes ont été mobilisés. Ils resteront après ces opérations de sauvetage en état d'alerte, car la météo prévoit l'arrivée dans les prochaines heures d'autres précipitations encore plus fortes qui ont déjà touché le sud de la Chine. Les inondations dues aux pluies de la mousson qui ont affecté le Bangladesh ont déjà fait plus de 200 morts. 37 000 personnes ont dû être évacuées de Dhaka, mais on estime qu'au cours des 3 dernières semaines, 7,5 millions d'habitants ont été touchés par ces intempéries. Le manque d'eau potable et les épidémies inquiètent les secouristes qui n'ont pas oublié ici les 5 000 victimes des inondations de 88 au Bangladesh.
Et près d'Athènes, ce sont des incendies qui ravagent les flancs du mont Pentélique. 2500 hectares de pinèdes et 7 maisons ont déjà été détruits. Il a fallu évacuer un hôpital militaire, un centre de soins pour handicapés et un camp de réfugiés kurdes. Le vent a soufflé très fort toute la journée près d'Athènes et près de 200 pompiers continuent de lutter contre les flammes. L'incendie, lui, serait d'origine criminelle. Les États-Unis maintenant et la fameuse affaire Monica Lewinsky. Le président Clinton prépare déjà sa future audition le 17 août, mais l'affaire fait à nouveau la une de toute la presse américaine avec de nouvelles images du président et de sa protégée. À Washington, Maryse Burco. C'est le baiser du jour, on ne voit que lui sur les chaînes de télévision américaines. Cette nouvelle image, repérée dans des archives datant de 1996, est la trouvaille du week-end. Monica Lewinsky n'est à cette époque qu'une jeune stagiaire de la Maison-Blanche, inconnue de tous. Que de chemins parcourus depuis, puisque ce visage est aujourd'hui l'un des plus célèbres aux États-Unis. Pendant ce temps, le président et son épouse rentrent de week-end, tout sourire. La Maison-Blanche fait savoir que Bill Clinton préparera cette semaine en toute sérénité la fameuse déposition du 17 août prochain. Un couple confiant que l'on a montré hier en compagnie des stars qui les soutiennent, eux et le Parti démocrate. Le cinéaste Steven Spielberg, l'actrice Kim Basinger et son mari Alec Baldwin, tous en chœur, derrière le président et son épouse. Du côté de Monica Lewinsky, tout va bien. Sa désormais célèbre robe est entre les mains du FBI. Les analyses sont en cours. Elles permettront de dire si oui ou non elle est tachée du sperme du président. Que se passera-t-il ici le 17 août prochain? C'est la question qui obsède aujourd'hui l'Amérique. Que dira Bill Clinton lors de sa déposition sur vidéocassette? Deux hypothèses. La première, il continue à nier tout en bloc. La deuxième, il avoue qu'il a menti, il s'excuse devant le peuple américain et lui demande pardon. Une hypothèse que commencent à évoquer les plus grands experts. À moins d'un mois de l'anniversaire de la mort de la princesse Diana sous le pont de l'Alma, son garde du corps qui a survécu à l'accident, Trevory Jones, s'est exprimé à la télévision. C'était sa première interview depuis la mort de Lady Di. Il a simplement demandé à la presse de le laisser tranquille, précisant qu'il avait déjà dit au juge tout ce dont il se souvenait et qu'il bien sûr collaborait et continuerait de collaborer avec la justice française. Le président Václav Havel a subi sa 3e trachéotomie en l'espace de 20 mois. Selon ses médecins, le président de la République tchèque a bien supporté cette opération. Il y a près de 2 ans, il était opéré d'un cancer et en avril dernier d'une perforation abdominale. Et puis le roi Fahd d'Arabie Saoudite a lui aussi été hospitalisé aujourd'hui, mais il s'agissait, selon le palais royal, d'une simple inflammation de l'intestin qui a pu être soignée sous anesthésie locale. Le roi Fahd a maintenant 80 ans. En Autriche, l'espoir de retrouver des survivants dans la mine de Lassing est de plus en plus mince, 17 jours après la disparition de 10 sauveteurs. Thierry Curté et Bruno Libertou. Une petite chapelle à l'entrée de la mine. C'est désormais le refuge de l'espoir, de la prière, pour que les dernières lueurs ne s'éteignent pas. Vers 13 h, les familles ont été informées qu'aucune trace humaine n'a été détectée dans la cavité, à moins 130 mètres. C'est l'option principale des secouristes qui s'effondrent. Du coup, on enregistre les premiers départs. Les chercheurs de pétrole autrichiens venus forer les 2 puits. Ils estiment qu'ils ne sont plus d'aucune utilité ici. On sent parfaitement des sauveteurs désemparés. On a demandé un certificat médical écrit qui doit nous expliquer, du point de vue de la médecine, s'il existe théoriquement une chance de survie. Si, en prenant en considération le temps passé, la pression, il existe une chance de retrouver n'importe où dans cette mine des survivants. Pendant ce temps, une analyse plus fine des images de la cavité va démontrer qu'en fait, elle fut presque entièrement noyée durant un moment. La réponse des médecins ne va pas aider à la décision. Ils estiment que dans des conditions optimum, les 10 peuvent survivre 2 mois au fond sans manger. C'est un patron des secours sans solution qui revient devant nous. Si les médecins avaient constaté pour une raison ou pour une autre qu'il n'y avait plus de survie possible, on aurait à coup sûr arrêté la phase des travaux de sauvetage.
Les secouristes en viennent à envisager toutes les possibilités. Utiliser de vieilles entrées aujourd'hui abandonnées ou carrément recommencer à forer la roche. Mais dans tous les cas de figure, ils doivent repartir de zéro. Ils avaient parié sur la solution la plus rapide, la plus évidente également, une solution qui a échoué. L'association s'appelle Les Clowns sans frontières. Depuis 4 ans, elle a pour seule ambition d'apporter un peu de joie et de fête à des populations dont les conditions de vie sont plus que difficiles, qu'il s'agisse de réfugiés, de victimes de la guerre, ou comme on le voit, ces Palestiniens qui vivent à Gaza. Vincent Maillard a suivi quelques-uns de ces clowns français. Les enfants de El Foukari, un village au cœur des terres de la bande de Gaza, n'ont jamais vu de clown ailleurs que sur un écran de télévision. Ils sont plus d'une centaine d'artistes français à appartenir au fichier des volontaires de Clowns sans frontières. Cette fois, ils ne sont que 4 et n'avaient jamais monté de spectacle ensemble. Mais ils vont pourtant fugitivement faire souffler un petit air aux accents de la strada dans ce chant de El Foukari. C'est super, on a rigolé, ça nous a rendus joyeux et puis ça nous a fait découvrir quelque chose de bien, de beau. L'année scolaire à Gaza est terminée. Les vacances seront longues, mais le programme de ces vacances se résume à pas grand-chose et même à rien du tout. Les enfants ont besoin de structures d'accueil et de loisirs. Durant l'intifada, bien sûr, ils ne se posaient pas la question de leurs loisirs. Mais aujourd'hui, ils sont désœuvrés, ils ressentent comme un grand vide. Cette impression de vide, c'est un peu le sentiment général en ce moment à Gaza. Depuis le blocage du processus de paix, le temps s'est comme suspendu et l'on profite de ce calme que l'on sent fragile. L'autorité palestinienne tente de développer les summer camps, des camps d'été. Quelques centaines d'enfants seulement pourront en bénéficier. Par l'intermédiaire d'enfants réfugiés du monde, une ONG présente à Gaza, des éducateurs palestiniens de ces camps d'été ont passé une semaine auprès des clowns pour apprendre quelques-uns de leurs trucs. On peut mettre un élastique, comme ça pour le coincer. 2 regards, tu cherches. 2. Faut que le visage il soit bien. Hein? On partage quelques jours ensemble et ça ouvre l'esprit, quoi. Moi, j'y vais pas tellement pour apporter des choses. Je suis même pas marionnettiste, je fais du théâtre. J'y vais pour qu'on découvre ensemble la vie, quoi. L'objectif de Clowns sans frontières, c'est de pouvoir revenir régulièrement afin d'organiser un suivi de leur action avec ces éducateurs, eux qui travaillent toute l'année avec les enfants. Il faut leur donner un sentiment de joie, de sorte qu'ils puissent oublier l'occupation, la violence, oublier tout ça, et leur permettre de croire à la paix, à la vie, à la vraie vie. Un nouveau cercle magique s'est formé dans le camp de Rafah, au sud de Gaza. Les réfugiés qui vivent ici continuent de dire que Gaza reste pour eux une prison à ciel ouvert. Les clowns sans doute ne changeront rien à cela, mais, ils font marrer les gamins. Après les émotions de la Coupe du Monde et celles du Tour, la France semble s'être remise en vacances pour de bon. Il suffisait pour s'en convaincre de voir les bouchons sur les routes ce week-end. L'une des activités qui fait fureur, ce sont les raids d'aventure, des épreuves de découverte très physiques. Des médecins ont donc choisi de se spécialiser pour accompagner les participants. C'est le cas de ce jeune médecin du SAMU de Lille qu'ont suivi Benoît Thévenet et Guillaume Fautra dans les gorges du Verdon. Au début, c'était un petit peu dur le VTT. Le médecin fait son petit tour et prend des nouvelles. Après 5 jours de raid, certains jeunes commencent à fatiguer. Avant le départ, on soigne les petits riens de la veille. Coup de soleil, tendinite ou ampoule. Ça va piquer, hein? Ça va piquer? Ah, mais, 1 minute après, tu n'as plus rien. Ah, tu ne bouges pas, hein? Ça va piquer, là. Régis Garrigue travaille au SAMU, mais il s'est fait une spécialité, la médecine de raid. Cette fois, il médicalise le raid aventure, organisé par la police nationale pour 60 jeunes venus des cités. 7 secouristes parcourent avec lui le terrain, prêts à intervenir. Donc pour nous, le plus pratique pour être rapidement disponible, c'est de prendre la moto avec la radio.
Sur ce genre d'étape, ce qui est à craindre au niveau médical, c'est quel genre de choses? Aujourd'hui, c'est vraiment une fois de plus, c'est la chaleur. Hein, c'est qu'il est 10 h du matin, il fait déjà plus de 30 degrés. Course d'orientation, rafting, VTT, les épreuves s'enchaînent. Une course à la nage met un terme au raid de cette jeune fille. Calme-toi. Voilà. Elle a du mal un peu à respirer. Allergique et peut-être un peu angoissée par l'épreuve, elle s'est fait surprendre par une crise d'asthme. J'ai plongé et ça a coincé. Bon, on va faire un petit aérosol. Ça s'explique pas, ça vient tout seul. Oui, t'as mis juste le fusée de l'asthme. Ouais, mais je vais pas arrêter le sport parce que j'ai un peu d'asthme. Non, tout à fait. Mais tu peux faire de l'asthme et être bien soigné. Dans les minutes qui suivent, Régis doit aussi s'occuper d'un concurrent qui a fait un petit malaise et d'un troisième qui a bu la tasse. Après l'eau, les falaises. La médecine de raid impose un entraînement physique régulier et la maîtrise de toutes les disciplines sportives alliées aux techniques médicales de l'urgence. Il y a une part, tout ce qui est intervention due à la médecine du sport, à la fatigue, à l'épuisement, à la longueur des étapes. Où là, effectivement, c'est des problèmes plus médicaux, donc d'épuisement, d'hypoglycémie, un petit peu d'hyperthermie ou de coup de chaleur qu'on risque avec les grandes chaleurs qu'on a dans le Verdon. Et à côté de ça, tout ce qui est traumatologique, où là, ça peut aller du petit bobo, de l'écorchure, l'entorse, en passant bien évidemment par une chute grave ou un accident quelconque. En cas de gros problème, le médecin est là pour stabiliser le blessé avant son évacuation par les secours locaux. Mais cette année, pas d'hélicoptère ni d'ambulance pour les jeunes du raid aventure, juste un peu de fatigue et surtout des souvenirs plein la tête. C'est comme des vacances et du sport à la fois, c'est une cure. C'est une cure et voilà quoi. C'était merveilleux, c'est merveilleux. Une autre activité peut-être un peu moins physique, à condition toutefois d'être bien encadrée. Il s'agit des via ferrata, ces échelles de fer scellées dans les parois rocheuses et qui permettent à tous de goûter aux joies de l'escalade. Il en existe une trentaine en France, notamment dans les Alpes de Haute-Provence. Virginie Fichet et Philippe Fivet. Pieds bien à plat, vous restez bien debout. Voilà, c'est super. Elle a été baptisée la descente aux enfers. 200 mètres de vide sous les pieds, une paroi abrupte qui plonge vers l'abîme. La fin est un peu en dévers et en travers, donc ce qui rajoute des difficultés. Donc il y a les 5-6 derniers mètres juste avant d'arriver à la passerelle qui sont assez athlétiques. Ici, entre rocailles et poussière, les voies du diable sont jalonnées d'étranges crampons de fer. Le chemin est long jusqu'à l'arrivée, tout là-bas, au sommet de la cascade. La progression est lente, l'équilibre incertain, souvent presque démoniaque. Le vertige, il a bien fallu s'y faire. Attention, ouais. Bon, le passage est un petit peu difficile là au niveau de la passerelle, parce qu'on est vraiment dans le vide. Bon, pour le reste, c'est chouette quoi. Dans ces gorges, 5 à 6 000 personnes par an viennent tenter le diable. Débutant ou non, sur les via ferrata, le démon de la montagne se laisse facilement apprivoiser. Voilà, c'est ça qui fait l'intérêt de la via ferrata, c'est regarder, mes pieds sont toujours à plat. Et l'intérêt d'avoir les pieds à plat, c'est que c'est accessible à tout le monde. On a des barreaux pour les mains. Bien que là, il y a un petit passage difficile, une bonne rampe. Je mets les pieds sur une vire, je passe mes mousquetons l'un après l'autre, comme je l'ai expliqué au début. Et après, je traverse avec les pieds à plat. Une technique rodée, inventée par les militaires italiens pendant la Première Guerre mondiale. Les via ferrata servaient alors au transport de troupes et de matériel à travers le massif des Dolomites. Devenues itinéraires touristiques, ces voies de fer ont gardé toute leur rudesse. Il y a toujours du risque en montagne, et il n'y a pas trop de risque si c'est fait dans les règles de l'art. Mais on voit beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'absorbeur de choc, qui ne sont pas encordés ou qui ne mettent pas de casque. Et là, on peut dire que ces gens-là prennent des risques exagérés. Pourtant, solidement harnachée, on peut dompter le diable dès l'âge de 6 ans. Elle est unique en France. La via ferrata dite des Angelots est un vrai paradis pour les grimpeurs en herbe. Bon, je suis avec toi, hein, mon grand. Le plus qui m'a plu, c'était quand c'était le plus dur à l'échelle. Première tentation à 10 mètres de hauteur, et un jour peut-être les Angelots s'attaqueront aux échelles du diable, tout là-haut, à flanc de montagne. Cette idée maintenant un peu plus calme dans la région de Poitiers, cette fois à Romagne. C'est la vallée des singes, un espace ouvert depuis le 15 juillet où vous pourrez rencontrer toutes sortes de singes en quasi-liberté. Christophe de Valembras et Philippe Ritten n'y ont pas résisté. Vous entrez dans la vallée des singes. Ici, pas de grille, pas de cage, ils sont véritablement chez eux. De simples canaux délimitent quelques grands espaces qui recréent le milieu naturel d'une vingtaine d'espèces différentes. En tout, plus de 200 singes vadrouillent à leur guise dans leurs territoires respectifs
Les visiteurs sont invités à observer. Les animaux ont l'air vraiment très heureux. Ils ne sont pas du tout gênés par les gens qui les regardent. Regardez d'ailleurs. Ah ouais. Hop là. C'est une nouvelle façon de présenter les animaux aux visiteurs. Les animaux évoluent sur ce territoire et doivent aller à la recherche des animaux, c'est-à-dire regarder, observer, lever la tête à droite et à gauche. Ils sont en liberté et que dans les autres parcs, j'en ai visité peut-être 3 ou 4 et ils sont tous en cage. Et le roi incontesté de cette vallée des singes, c'est lui, Yaoundé, le gorille. 220 kilos de muscles, l'attraction au moment des repas. Comment il regarde? On dirait qu'il va nous sauter dessus quand même. Il te fait peur un petit peu? Non, parce que j'ai Manu, elle a dit, la pancarte là-bas, il y a marqué que... Il y avait marqué le géant gentil. Le maître d'œuvre scientifique de la vallée des singes, c'est Wim Mager. Il a développé le concept en créant le premier parc du genre en Hollande il y a 25 ans. Son objectif, protéger les espèces en voie de disparition en les faisant découvrir au grand public. En 15 jours, 20 000 personnes ont déjà visité le parc. Un coup de chapeau maintenant à Sébastien Delaigne qui a réussi à préserver son titre de champion du monde du pentathlon moderne. Ça se passait dimanche à Mexico, on n'a pas encore d'image. Sébastien Delaigne a dominé cette épreuve où se succèdent à la fois le tir, l'escrime, la natation, l'équitation et la course à pied sur 3000 mètres. Et puis sachez également que André Agassi remonte au classement ATP après sa victoire au tournoi de Los Angeles. Il passe de la 13e à la 11e place. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. L'enquête sur le dopage continue après le Tour de France. Les coureurs de l'équipe TVM ont été entendus toute la journée à Reims avant de ressortir libres. Leur masseur a été incarcéré. La police municipale d'Ajaccio désarmée au propre et au figuré. 24 armes de poing ont été volées dans les locaux de la mairie. Un vol qui intervient quelques jours après les menaces du FLNC Canal Historique. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet qui nous annonce une bonne nouvelle puisque le beau temps revient par l'ouest. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bonne soirée bien sûr sur France 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20 h.